Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 20e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Samuel Quentin, auteur phare du catalogue Pow Pow, qui publie ces jours-ci le copieux et jouissif premier volet de sa toute nouvelle série, Shérif Junior. Samuel Quentin, salut! Allô? Hey, quel bonheur de te parler et, Merci. et quel bonheur de te retrouver en album. Paraîtra sous peu, Shérif Junior, il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel sur poussière. Alors, tout d'abord, je dois te féliciter pour cet extraordinaire album, Samuel. Dieu que j'ai ri. Hey, je suis tellement content d'entendre ça. Mais c'est fabuleusement drôle. OK. Et c'est drôle dans le dialogue, c'est drôle dans le découpage, c'est drôle dans la construction, c'est drôle dans toute cette espèce de récit qui, à la fois, correspond à des codes très classiques, puis à la fois qui est complètement invraisemblable. Et j'oserais dire que c'est l'album le plus Samuel Quentin de tes albums. Ma blonde me disait tantôt que c'est peut-être le plus drôle. Je sais pas si c'est vrai, là, tu sais, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que j'ai comme essayé de rassembler. Dans un sens, c'est mon album un peu le plus BD, tu sais, dans la mesure où là, c'est la première fois que je travaille dans un genre précis. Oui. Même si, tu sais, depuis le début, je voulais un peu comme... c'était un peu un prétexte, le genre, j'ai toujours voulu faire un western parce que j'aime les BD western, les Blueberry, Lucky Luke, ces affaires-là, puis les films aussi, tu sais, ça a toujours été comme un genre de carcan avec des archétypes vraiment riches pour l'humour, là, j'ai trouvé, là, tu sais, plein de bases qu'on connaît vraiment, puis il y a comme moyen de spoofer tellement d'affaires, puis... Mais je pense que si j'avais pas fait... Je suis content de l'avoir fait maintenant, ce livre-là, parce que au début, je voulais le faire tout de suite après Ville et Misérable. Puis, ça sortait pas, mais c'est juste que j'avais cette idée-là de personnage, Shérif Junior, j'avais cette idée-là que je voulais faire un western depuis très longtemps, depuis que j'étais ado. Puis, fait que dans ma tête, je m'étais dit, ça va être ma prochaine BD avec Ville et Misérable, juste parce que j'avais pas d'autres idées tant que ça à ce moment-là. Mais ça sortait pas naturellement. Puis j'avais White Horse, qui était comme une genre de nouvelle que j'avais écrit à la base, là, quand je voulais être auteur de prose. Puis j'avais ça qui est comme venu, puis comme c'était, on dirait que à ce moment-là, j'avais envie de faire de quoi de plus personnel, mettons, tu sais, là. Pas que White Horse, c'est une autobiographie, mais quelque chose qui parlait plus de ma réalité, de mon milieu, Ouais. qui se passait en ville, à Montréal. C'est plus contemporain. Plus contemporain, ouais, j'avais envie de ça. J'avais envie de ça à ce moment-là, tu sais. Ouais. Puis je pense que si j'avais fait Shérif Junior à ce moment-là au lieu de White Horse, il aurait été vraiment différent, tu sais. Il aurait été probablement peut-être plus court, plus straightforward, plus... je sais pas, en fait, je pense, parce que là, en le faisant maintenant, il y a des affaires que j'ai découvertes en faisant White Horse, que j'ai eu envie de continuer à explorer dans mon style, si on veut, là, tu sais. Fait que ça a comme modifié comment je voyais Shérif à la base. À la base, je le voyais vraiment comme une aventure 100 pages. Oui, ce serait drôle, mais ce serait assez classique western, tu sais. Puis là, ben finalement, il y a eu plein de digressions qui se sont mêlées au récit. Puis en tout cas, finalement, il est 450 pages, mais... Ouais. T'es vraiment le prince de la digression. Et à chaque fois qu'il y a une dérape, à chaque fois qu'il y a une porte qui soit... En fait, tes digressions sont autant de portes qui s'ouvrent. Et à chaque fois, on fait « Yes! » Et on embarque dans cette digression-là qui, bien qu'elle ne soit pas nécessaire à la construction classique du récit, elle est toutefois nécessaire à cette espèce d'ambiance
que tu installes une espèce d'ambiance. Il y a quelque chose de surréaliste, surtout dans cet album-là, parce que les codes du western sont tellement classiques, puis on les connaît. Et tu les embrasses, ces codes-là, mais en même temps, tu les distorsionnes complètement. Il y a quelque chose de surréaliste. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu nous présentes, parce que, bon, j'aimerais que tu nous présentes en quelques phrases qui est Shérif Junior. Ouais, qu'est-ce que ce lopin de terre que Sorel sur poussière? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouais. Donc, c'est ça. Shérif, Shérif Junior, c'est un shérif de 10, 11, 12 ans qui est comme le shérif d'une ville. C'est pas précisé. C'est un peu dans un genre de Québec fantasmé. Ça se passe en 1800 quelque chose. Fait que, c'est situé vaguement à l'époque des westerns américains, mais on ne sait pas exactement. On comprend il y a des références beaucoup à la culture québécoise. Je voulais que ce soit un genre de western du terroir un peu, mais c'est pas du tout. Sorel sur poussière, c'est pas un équivalent de la ville Sorel. Ouais. Il y a une autre ville qui s'appelle Joliette en Gravel qui est juste à côté. Ouais. Il y a Méga. C'est pas des villes qui sont nécessairement si proches normalement. C'est pas comme, j'imagine pas le vrai Québec là, quand je pense à ce monde-là. Fait que là, il y a un aspect un peu surréaliste, un peu imaginé dans tout ça. Puis Shérif, c'est ça, il s'est fait élire carrément shérif de Sorel sur poussière avec son slogan de campagne qui était du cran, du culot, de l'audace, quelque chose comme ça. C'est irrésistible, puis il s'est fait élire. Mais il est pas mal, il est le seul enfant. Tous les autres bandits ou ses alliés, c'est des adultes, là, puis les autres enfants vont à l'école, puis lui aussi va à l'école d'ailleurs. Ouais. Fait que ça, c'était juste ça, l'idée à la base, c'était toujours sa part de dessins que je faisais dans des carnets. Ça part d'un personnage, puis là, le monde se crée autour de ce personnage-là, tu sais. Fait que au début, c'était juste un petit shérif que je dessinais comme ça, puis là, le monde s'est développé autour de lui, si on veut, tu sais. Et quel monde! Quelle galerie de personnages! Encore une fois, on est dans les codes. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Luc et Luke en lisant, parce que, bon, évidemment, il y a des vilains et ils ont des sales tronches. Sans vouloir divulgacher, disons que c'est une manière très expressionniste de revisiter les Dalton, parce qu'il y a 4 vilains, mais qui sont de toute autre nature. Il y a, bon, évidemment, il y a une histoire d'amour à travers tout ça, qui est souvent un des fils conducteurs de tes œuvres. Ouais. Il y a aussi cette idée du langage. Il y a chez vous une manière très, très, très particulière de dialoguer. C'est clair que la première fois que je t'ai lu, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, à quel point t'as un sens du dialogue incroyable. On lit un extrait de Samuel Quentin à voix haute, et tout à coup, ça existe. Il y a évidemment, bon, je suis comédien, c'est mon travail dans la vie de lire des textes. Quand je t'ai lu tout de suite, la première fois, j'ai fait ce gars-là, c'est clair qu'il vient du cinéma, au niveau du dialogue, mais aussi au niveau de la direction d'acteur. Tu as une manière de dessiner tes personnages et de les diriger dans des émotions qui sont... C'est toujours très précis. Est-ce que tu dirais que, outre tes études et ton inclinaison au médium, est-ce que tu dirais que ton travail que tu as fait en marge de la bande dessinée, là, tes courts-métrages, ta série web Sylvain Magnifique, puis aussi le formidable court-métrage d'animation, Le syndrome de la tortue à l'ONF, et aussi ton incursion dans le monde du théâtre, est-ce que tu dirais que ça a consolidé en quelque part ton travail de dialoguiste? Premièrement, merci. C'est un des plus beaux compliments qu'on peut me faire. Je travaille vraiment beaucoup là-dessus, les dialogues. Je suis fier de cet aspect-là de mes BD. Je ne sais pas si ça a consolidé ou pas, mais c'est vrai que
dans les dernières années, puis tu sais, j'ai comme... c'est le plus gros écart que j'ai eu entre des BD. Là, le deuxième White Horse est sorti en 2017, puis là, ça fait comme 6 ans, dans le fond, 5 ans Ouais. et demi que je n'ai pas sorti de BD. Mais entre-temps, j'ai beaucoup écrit, j'ai de scénarios, juste scénarios, là, que ce soit pour des web-séries, comme tu as dit, des courts-métrages, mais aussi beaucoup d'affaires que j'ai développées, qui ne sont pas nécessairement sorties, qui n'ont pas vu le jour ou qui... Puis le long-métrage de Les Misérables, en tout cas. Oui. Fait que j'ai été vraiment plus scénariste dans les dernières années, à part là, les deux dernières années où je faisais beaucoup plus shérif. Là. Mais fait que ça m'a. C'est sûr que ça m'a apporté quelque chose, mais ça, ce désir-là, je l'avais encore je l'avais déjà dès ma première BD. Tu sais. Mais c'est sûr que j'ai pogné des. Puis là, c'est le scénario avec Shérif que je l'ai vraiment écrit. C'est le premier que j'ai écrit sur Final Draft, comme si c'était un film, là, tu sais, un peu. Là. Ah bon? Ouais, OK. fait que le scénario se lit, existe Ah ouais. sous forme de scénario, mais mes autres scénarios avant, c'était dans des fichiers Word, fait que c'était comme des blocs de texte avec des petits bouts de dialogue, puis tu sais, je me retrouvais là-dedans, puis c'était un peu lisible que par moi, là, tu sais. Mais là, celui-là, c'est vraiment comme un vrai scénario que quelqu'un aurait pu lire, fait que tu sais, c'est sûr que je prends des trucs, puis je prends des... Fait que c'est sûr que ça doit jouer dans le dialogue, mais pour ce livre-là, je pense que c'est celui où je m'en suis permis le plus parce que, ben, tu sais, mes 3 autres livres, même s'il y avait toujours des éléments un peu fantaisistes, fantastiques dans Les Misérables, Phobie des moments seuls, White Horse, on était quand même tout le temps dans le monde réel à la Ouais. base. Tu sais. Puis là, non seulement on est dans un peu un genre de Québec fantasmé, mais on est dans un western. Fait que déjà, Shérif, il s'exprime plus de manière un peu... il y a quand même une influence des BD franco-belges. Là, Ouais. tu sais, il va dire, lui, son patois, c'est bordel de miel, fils de prune. Tu sais, fait que ça vient pas du québécois. D'habitude, mes BD sont très keb, joual, tu sais. Euh, mais encore là, il y en a plein. Là, tu sais, je pense que mon style est vraiment présent, mais je suis allé plus loin dans un langage français international inventé. Les gens parlent. C'est dur à expliquer sans l'avoir lu, là, mais. Ben, en fait, c'est que je trouve que cet aspect-là de normaliser le langage, en fait, euh, lorsqu'il y a des écarts de langage et lorsqu'il y a des expressions québécoises ou des expressions anglophones du moment, Mm. ça vient d'autant plus renforcer, je trouve, l'effet comique. Ouais. Il y a quelque chose, puis bon, tes personnages philosophent beaucoup dans cette aventure-là. Et les brutes sont à la fois ils sont très cons, mais à la fois, c'est quand même des philosophes. Il y a un fil existentialiste qui traverse l'album. Ouais, ouais, ouais. Ils sont cons, mais en même temps, ils se questionnent et c'est des questionnements très profonds. Et Mhm. c'est d'autant plus drôle. Et ça fait en sorte aussi que, comme lecteur, comme lectrice, on s'attache tellement au personnage que d'ailleurs, sans vouloir divulgacher encore une fois, moi, durant ma lecture, j'en oubliais la nature profonde et réelle des vilains. Mhm. C'est que Ouais. j'oubliais le mécanisme qui se cachait derrière eux. Mhm. Et à chaque fois, j'avais l'effet de surprise qui revenait. Je me disais, ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Euh, mais aussi, ouais, tu sais, dans ces trucs-là, quand tu parlais au début des digressions, puis ouais, des digressions, puis de l'aspect surréel de tout ça, en écrivant, tu sais, je me laisse, s'il y a quelque chose que j'ai, c'est peut-être pour ça que mes BD sont de plus en plus longues aussi, mais s'il y a quelque chose que je fais plus que je faisais avant, c'est que je me laisse toujours très, très libre à l'écriture au début, tu sais, je me laisse vraiment aller. Puis de ces digressions-là vont venir. Tantôt, tu disais que ça peut, on dirait que que ça n'a pas rapport à l'intrigue, mais tout est finalement, lié. ça crée de l'intrigue aussi parce que quand il y a une de ces discussions-là avec les vilains,
dont tu parlais qui sont comme un peu en genre de crise. Il y en a un qui est un peu en crise existentielle. Puis il y a comme une idée qui cherche un gros projet à faire. Puis là, cette idée-là, c'est sorti vraiment sur une dérape niaiseuse de scénario, mais finalement, elle s'est vraiment imbriquée dans le récit, tu sais. Ah, tout à fait. Il y a souvent des idées comme ça qui viennent par je sais pas d'où ça vient, une improvisation. Fait que l'aspect surréel est peut-être, c'est pas faux, là, tu sais. Oui, ben, c'est ça, justement. Et je pense qu'il faut la nommer, cette chose-là, parce que ça divulgage rien. Ah, c'est pas tant un punch. Hein? C'est vrai que c'est pas tant C'est pas tant un punch, et c'est vraiment intégré. Mais effectivement, lorsqu'on lit, on pense que c'est une bulle au cerveau puis que ça va en demeurer là. Et quelle surprise extraordinaire quand une centaine de pages plus loin, on voit ce projet-là prendre forme. Mais en fait, c'est qu'il y a un des vilains, parce que, bon, dans l'histoire, il y a une bande de vilains qui vont, pour s'en mettre plein les poches et pour contrôler le village, vont instaurer une espèce de pandémie de drogue. Mm-hmm. Et là, ici, c'est pas le fentanyl, c'est la poussière. La poussière, oui. Une poussière qui a des propriétés envoûtantes et qui a servi les gens. Oui, ils sont solidement servis. Et donc, il y a un moment où ils cherchent, mais pourquoi faire ça? Et là, ils sont là en train de brainstormer comme 4 imbéciles, comme des Dalton, finalement. Ouais. Et personne ne trouve vraiment une idée. Et là, il y en a un qui dit « Ah, mais mettons que ça nous permettrait de faire une super glissade au village. » Et là, bon, tu dis, le gag est drôle, c'est complètement déjanté, c'est complètement absurde. Puis bon, ça n'a pas cours d'être là, c'est à la limite, c'est un anachronisme. Mm-hmm. Et plus tard, finalement, ce projet-là va vraiment se matérialiser. Il va être imbriqué au cœur de la grande finale grandiloquente de cet album-là. Dieu que c'est niaiseux! Mon Dieu que c'est drôle! C'est drôle, là, Samuel. Et ce que j'ai beaucoup aimé de l'album, justement, c'est ça. C'est qu'il faut porter une attention de tous les moments à la lecture de Shérif Junior, parce que ce soit des clés dans le découpage, dans le dessin, ou que ce soit une simple petite digression, tout finit par être lié et le gag de la glissade, c'en est la preuve, c'est qu'il faut porter une attention de tous les moments. De toute façon, lorsqu'on entre dans ton album, c'est difficile d'en lâcher parce qu'on sait que si on prend une pause de lecture, lorsqu'on va rembarquer, il y a la crainte d'échapper des détails. Il y a quelque chose et tu es un habile conteur parce que il n'y a pas vraiment moyen de stopper. Il n'y a pas une scène où on se dit OK, on peut peser sur pause et faire OK, c'est correct, je vais y revenir, je mets un marque-page ou un post-it et puis. Il n'y a pas de chapitre vraiment, il n'y a pas c'est vraiment un bloc. Oui, et ça se lit d'un seul trait. Puis pour vrai, les 450 pages, c'est dense, mais moi, je l'ai lu d'un seul trait. Ça m'a pris quelques heures, là, mais dès que j'ai commencé la lecture, je me suis dit, OK, j'ai rien, début de soirée, j'ai rien devant moi. Et je le conseille vraiment beaucoup aux lectrices-lecteurs. Lisez pas ça dans les transports en commun. Lisez pas ça en 2 affaires. Là. Prenez-vous une soirée ou prenez-vous une journée, là, comme aujourd'hui, magnifique soleil. Allez vous installer, ouvrez-vous une bière, lisez ça. Vous êtes quitte pour un voyage incroyable. Et d'ailleurs, là, on parlait de Luc et Luc. Tu parlais de ton amour du western, mais en lisant, j'ai cherché. Parce que je me dis, bon, mon travail, c'est de faire des liens. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qui l'a inspiré, Samuel, pour écrire ça? Et là, c'est sûr que l'aspect des méchants dont je ne divulgacherai pas la nature, je me suis dit, tiens, il est un peu plus jeune que moi, Samuel. Est-ce qu'il a écouté les He-Man, les Masters of the Universe? La coupe de cheveux, en tout cas, de Shérif me faisait penser à ça. Il y a plusieurs éléments. Et dans notre correspondance sur Messenger, tu m'as répondu que non, en fait. Et sur le coup, j'ai été étonné, mais après coup, je me suis dit, ben non, c'est logique. Tu m'as dit que, en fait,
une des sources d'inspiration, c'est la série Prince Valiant de Hal Foster. Ouais, ben, c'est pas vraiment une inspiration parce que j'en ai juste lu comme un ou deux. Mais pour le look de shérif, Oui. pour la coupe de cheveux, c'était soit ça ou aussi des vieilles photos, tu sais, comme à l'époque, il y a plus de 100 ans. Souvent, les petits garçons avaient les cheveux longs. C'est comme j'avais vu des vieilles photos d'Hergé quand il était jeune, puis il avait comme les cheveux longs un peu. Avec une boucle dans les cheveux, genre. Fait que c'était un peu ce look-là que je voulais répliquer, genre. Ouais. Mais pour ce qui est comme des influences, pas graphiques, mais pour le genre, tu sais, c'est sûr que Lucky Luke, tu sais, sans être ma BD préférée, tu sais, j'en ai tellement lu quand j'étais jeune, puis c'est la première fois que j'étais en contact un peu avec ces codes-là avant de voir, tu sais, les films d'Howard Hawks, puis John Ford, puis de Sergio Leone. Tu sais, comme, puis là, après, quand j'ai vu ces films-là, j'ai fait, ah, c'est ça, tu sais, ces films-là des années 40, 50, c'est de là toutes les gags, toutes les références dans les Lucky Luke, tu sais, c'est complètement... Là, je voyais, j'ai vu par après, c'était de quoi? C'était des parodies de quel film, un peu, là, tu sais, là? Fait que j'ai tout consommé ça, mais c'est tout, on dirait que tout est quand même passé par le filtre de ces BD-là à la Lucky Luke parce que c'est la première fois que ces codes-là sont arrivés jusqu'à moi. Tu sais. Puis à l'adolescence, après, plus tard, j'ai lu les Blueberry. Ah ouais. Ça, c'est une de mes séries préférées, là, tu sais, ça, putain. Mais ça, c'est plus du gros stock, tu sais, c'est plus série, tu sais, c'est vraiment des bons scénarios, du dessin malade, tu sais, c'est vraiment, je sais pas, c'est pas tant pour jeunes enfants, là, même si ça peut s'apprécier, là. Mais, Ouais. fait qu'encore là, c'était ça mes références. Hein. Avais-tu lu le dernier cycle de Blueberry, Hockey Choral, tout le cycle où Blueberry est blessé et alité, là, qui est la dernière, qui est le dernier chapitre, en fait, de Giro. Ouais, Là. ouais, que c'est juste que, ouais, qu'il a fait seul. Ouais. Mm-hmm. Oui, je l'ai lu. Oui, je l'ai lu. Oui, oui. Okay, C'était quand même, ben, c'était en quelque part son champ du signe, parce que là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il confine son héros, son aventurier, à un lit. Il est blessé. Alors, tout à coup, lui, il est l'épicentre. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus vivre sa vie d'aventurier. Il est devenu un genre de gambler plus âgé. Ouais. Mais moi, je l'aime vraiment, cette série-là. Je Ah, sais pas les fans de Blueberry quelle place ils lui donnent, mais moi, j'adore ça. C'est exactement mon genre de livre, là, un peu à la, je sais pas, Bijoux des Castafiores. ouais, exactement. Avec Ouais. Captain Haddock qui a un plat. C'est Blueberry que tout le long veut pas s'impliquer, c'est son passé, et puis, puis finalement, tu sais, à la fin, il va s'impliquer. Ouais. Mais j'ai pas lu c'est drôle, je sais que là, Sfar puis Christophe Blain ont fait un nouveau Blueberry Ouais. Ouais. que j'ai pas lu, mais... Bah, écoute, c'est un exercice qui est intéressant. Christophe Blain qui a fait du western avant ça. Hein? Je ne sais pas si tu avais lu, c'est Gus. Ouais, Gus, j'adorais ça. Gus, c'est sûr que c'était une référence aussi quand je faisais Shérif. Oui. Il y avait aussi sa série avant qu'il avait fait avec David B. La révolte des objets. Puis, ça, je connais pas ça. Oui, Christophe Blain, en début de carrière, c'était David B. Au scénario, Blain au dessin. Ça m'intrigue. Zut! J'ai vraiment une mauvaise mémoire des noms. Mais c'est un tandem Placido et Howitt. OK. En tout cas, c'est chez Poisson Pilote, chez Dargaud. Ah, OK. Une série du début 2004, 2005, 2006, dans ce coin-là. Okay. Vraiment une excellente série. C'est sûr que Christophe Blain a un swing au dessin. Il y a vraiment un swing incroyable. Ben, d'ailleurs, je trouve ça intéressant aussi parce que ton shérif, ton personnage de 11 ans, bon, c'est un enfant dans la vie, ça incarne en principe la pureté.
C'est un peu le Tintin, si on veut, de ta galerie de personnages, parce que pour le reste, ce sont que des êtres profondément impurs, là, Ouais. à la moralité assez élastique. Mais dès le début, Shérif, je voulais qu'il soit même à la limite très quasiment, tu sais, genre right-wing, là, peut-être, un peu très puritain, très droit, genre, tu sais. Ça s'est un peu estompé, là, il est plus Boy Scout, là, comme Tintin, justement, un peu, là, tu sais, mais au début, je voulais vraiment que ce soit plus une satire, là, comme ça, là, tu sais, là, que lui était vraiment... il représentait la loi et l'ordre avec une main de fer, tu sais, puis qui était vraiment... Mais finalement, tu sais, je veux m'attacher à mes personnages, moi aussi, puis genre, je voulais que ce soit plus un peu innocent et pur, là, tu sais. Ouais. Puis, fait que c'est ça, finalement, il est un peu le... Mais je voulais qu'il soit drôle quand même, tu sais, il est presque tout le temps là, puis tu sais, fait qu'il y a comme une espèce de... La joke avec lui, c'est un peu ça, c'est qu'il est comme... Il est pas tout le temps... Il est pas tant dans l'ironie comme tous les autres personnages, il est vraiment comme... premier degré un peu dans tout, là, tu sais. Et même que là, je ne veux pas faire de la psychanalyse ou je ne veux pas faire de l'analyse très, très poussée, mais il est résolument encore dans le monde de l'enfance. Et la preuve, c'est que son destrier, son cheval, je veux dire, c'est un cheval de bois bascule. Ouais. Qui est tout le temps en train de perdre patience parce qu'il fait, il est où? Il n'y arrive pas, il donne à manger, ça tombe par terre. Ouais. C'est complètement décalé, alors que, et ce qui est drôle, c'est que personne n'en fait de autour. Non, c'est ça. Je voulais que ça reste flou. C'est pas clair si, tu sais, Shérif est pas carrément schizophrène ou c'est pas clair ce qui est vrai ou pas, mais, mais je, je sais pas, c'était juste une idée. Tu sais, au début même, l'idée, c'était je voulais vraiment qu'il y ait de longs échanges avec son cheval de bois qui répond jamais, tu sais. Puis j'étais comme, je vais pousser ça à l'extrême, genre 20 pages de discussion avec un cheval de bois qui répond pas. Genre, mais toute part de trip niaiseux comme ça, mais finalement, je pense que j'ai trouvé le bon dosage. Ah oui, ça marche parce Un que. peu trop loin, mais Parce c'est que pas clair ce qui propulse le cheval, c'est pas clair s'il est vraiment animé ou inanimé. Mais il avance par petits sauts quand Shérif saute dessus, mais il vient pas nécessairement si tu le siffles, par contre. c'est un Puis, peu. et à chaque fois, Shérif a l'air surpris qu'il n'est pas venu. Oui, c'est ça! Alors, il est le seul surpris parce qu'évidemment, nous, les lecteurs, lectrices, on se Ouais. bidonne à chaque fois. On le sait là, que Ouais. c'est peine perdue. Mais en fait, c'est Samuel Quentin. Donc, c'est peine perdue jusqu'au moment où tout à coup, ça devient le contraire. Et d'ailleurs, là, ton album, là, il faut que je te pose la question parce qu'à la toute fin, j'ai beaucoup trouvé ça drôle. À la fin, il y a une petite notice qui nous dit Retrouvez Shérif Junior, Madame Maude, Anita la Globetrotter, Chose la boulangère, Monsieur Balfest qui est barré parce que finalement, il est mort. et tous 8 les balles autres. dans les fesses. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tous les autres dans la prochaine aventure de Shérif Junior, l'arbre au pistolet. Alors là, rassure-moi que c'est pas une boutade, là. Non, j'ai comme des idées pour 7-8 albums à peu près. Là, Hein? ouais. Mais là, mon prochain projet, je veux faire la suite de White Horse que j'ai depuis longtemps en tête. Fait que j'ai comme le scénario pas mal déjà écrit Okay. en bonne shape. Fait que j'aimerais ça. Mon plan pour l'avenir, là, je veux dire, mon plan quinquennal, plus que quinquennal, mais j'aimerais ça. Là, j'ai la suite de White Horse prévue comme ma prochaine BD. Mais après, je vais tout de suite revenir à Shérif, puis j'aimerais ça un peu alterner entre ces deux univers-là, tu sais, pour les années à venir. Parce que j'ai des idées, comme je te dis, j'ai comme 7-8 histoires de shérif. Déjà, le 2, c'est ça, c'est l'arbre au pistolet. Le 3, c'est le pistolet d'amour. J'en ai quelques-uns comme ça. Puis j'ai un petit peu un plan, là, tu sais, sur qu'est-ce qui va se passer avec les méchants, comment que le shérif va découvrir leur identité,
Fait que ça, c'est sûr que je veux pas laisser cet univers-là. Puis même, j'ai l'impression que les prochains albums risquent d'être plus courts, par contre, parce Ah, que je me ouais. suis vraiment fait chier à dessiner ça. Mais fait chier, c'est juste, c'était la première fois que je dessinais autant de pages d'un coup. Tu sais, Whitehorse, c'est plus long au total avec les deux tomes, mais j'avais pris un break entre les deux, un break d'écriture pour écrire le deuxième. Là, c'était vraiment 450 pages d'un coup à dessiner. Puis, mais je pense que c'est long aussi parce que j'ai voulu, on dirait que j'étais pressé, je voulais établir beaucoup d'aspects de cet univers-là. Donc, je voulais faire un peu de world building. Fait que je Ouais. pense que j'ai comme présenté beaucoup de personnages dans le premier, tu sais. Puis les autres albums risquent de peut-être être plus. Ce sera pas du 48 pages, là, on s'entend, là. Ça va, parce que je peux pas me le permettre avec mon style de dialogue, puis je voudrais pas faire ça. Mais ça va peut-être plus 150-200 pages que une petite brique comme ça, là, tu sais, là. C'est quand même drôle d'entendre ça, de dire, oh, ça va être un petit 150-200 pages. C'est quand même déjà en soi énorme. Euh, Ouais. D'ailleurs, tu as mis combien de temps à le dessiner, l'album au complet? C'est 2 ans de... Ben, je sais comme pas parce que faudrait vraiment que je fasse le calcul un peu là, en retournant dans mes affaires, mais euh, plus qu'un an, ouais. Plus qu'un an. Ça fait genre 2 ans que. Ouais, 2 ans peut-être, 2 ans et quelques écriture et dessin, dans le fond, peut-être, je sais pas. Et là, le fait semble que, Deux, bon, 3 ans. en parallèle, tu tentes du théâtre, tu fais aussi, tu œuvres dans le milieu du cinéma. Est-ce que de créer, est-ce que de pondre un album de 450 pages sur plusieurs années sans retour de lecteur-lectrice, là, ni rien, est-ce qu'il y a quelque chose de vertigineux? Est-ce qu'à un moment donné, la chienne ou le trac arrive? Oui, vraiment. Mais en même temps, pour moi, c'est ma chose préférée à faire, là, tu sais. Oui, c'était à la fin, j'étais vraiment j'avais quand même beaucoup un petit peu d'angoisse puis de lassitude mélangée, là, tu sais, genre, Mhm. j'avais hâte que ça sorte, là, tu sais, là, c'était beaucoup de travail, puis j'avais hâte que. Puis là, c'est fun, toi, t'es un des premiers feedbacks que j'ai, puis ça me remplit d'allégresse parce que là, je suis comme excité. Là, je me sens revivre comme au moment où il va sortir. Mais oui, c'était stressant c'était lourd de porter ça pendant des années, mais ça bat de travailler. Tu sais, j'ai développé des affaires comme, mettons, des séries télé. Tu fais des pitchs, tu fais des affaires qui ne voient jamais le jour. Ça, c'est le plus démoralisant. Tu sais, ça, c'est. Ah ben ça, oui. En BD, j'ai la liberté, puis j'ai une assez bonne relation avec Luc, mon éditeur, que je sais que ça va sortir, tu sais, puis que même s'il y a des corrections à faire, on va le faire dans la joie et la bonne humeur, puis qu'il y a comme une entente, puis qu'il y a un genre de respect mutuel qui est vraiment, vraiment valorisant, puis qui pousse à la création, puis qui pousse à repousser ses limites, tu sais, justement, puis à faire des choses hors normes, puis qui ne se retrouvent pas dans tous les médias, tu sais, les médiums. Fait que jamais, la mini-angoisse, c'est pas comparable, je trouve, avec d'autres expériences que j'ai eues, qui ont toutes été quand même bonnes, là, tu sais, là. C'est juste plate, des fois, de travailler sur quelque chose qui sort jamais, tu sais. Fait que là, j'avais hâte de revenir à la BD puis de retrouver un peu cette communication-là, là, tu sais, là, ça me manquait quand même 5-6 ans sans sortir de livre. Je ne veux plus laisser ça passer là, aussi longtemps. Tu sais. Donc, dans les années à venir, tu penses être en mesure de concilier le travail d'auteur de bande dessinée avec celui de tes autres activités dans d'autres médiums comme le cinéma ou le théâtre, entre autres. Ouais, vraiment. Puis j'ai déjà, comme je te parlais, tu sais, mon prochain livre, j'ai déjà pas mal mon histoire de A à Z. Quand j'ai Ouais. commencé chez Rive, je sais pas, on dirait qu'avec les années, euh, les idées se placent, les dossiers de notes sur mes autres projets que j'ai en tête, ils grossissent, tu sais. Quand j'ai commencé chez Riff, j'avais comme pas vraiment... Mon idée, c'était vraiment juste un shérif enfant, mais j'avais pas
j'avais une idée du monde, mais j'avais pas d'idée pour le scénario. Fait que j'ai comme tout écrit un peu je suis comme un peu, je suis parti de zéro, puis comme je t'ai dit, c'est plus long que je pensais. Tu sais, le scénario que je te parlais en Final Draft était comme 300 pages de long, tu sais. Ça a été long à écrire, après, ça a été long à découper. Tout était plus long. Ouais. Découper, de toute évidence, parce que s'il y avait plus de pages. Fait que ça a été vraiment long. Fait que je veux plus refaire de quoi d'aussi long pour cette raison pratique-là aussi. Ouais. Tu sais. Euh, Mais comment? je pense que cette méthode de travail-là, je pense que ça t'a permis de te structurer différemment. C'est-à-dire que dans ton album, même s'il fait 450 pages, même s'il y a des digressions un peu partout, le cœur du récit, la ligne, tout ça est limpide. Il y a quelque chose de... Tout est circonscrit dans un cadre précis. Et moi, à aucun moment, comme lecteur, j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'improvisation. C'est-à-dire que je me suis dit, mais hey, OK, vraiment, il tient à sa ligne. Mm-hmm. C'est sûr que les digressions... Il y a de l'improvisation contrôlée oui. Mais c'est vrai, comme tu disais, qu'il n'y a pas tant de trucs gratuits parce que chaque chose devient un peu soit un running gag ou s'inscrit dans l'histoire. Oui, en fait, tu sais, j'essayais de couper tu sais, j'ai coupé peut-être une dizaine de pages à la fin, là, tu sais, mais j'avais de la misère, c'est peut-être parce que je suis mauvais juge, mais j'avais de la misère à enlever des choses carrément, puis j'étais comme, ah ben non, ça c'est quand même utile. À chaque page, je me trouvais à dire, ça c'est assez utile, c'est assez utile, c'est assez utile, on a besoin de ça, on a besoin de ça pour la compréhension. Ouais. J'ai vraiment coupé des affaires que j'aimais, qu'il y avait des blagues que j'aimais, mais qui enlevaient rien à la compréhension, mettons. Mais il y en avait moins que je pensais. Fait que j'étais quand même satisfait puis fier de l'étanchéité du scénario. Là, je sais pas si ça se dit, mais. Ah non, comme je te dis, vraiment, l'univers est balisé. Tu sais, autant dans Phobie, des moments seuls mais le genre est plus une excuse, encore une fois. On est dans un space opera. Mais on sent que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus d'inattendus. Mais ça, c'est improvisé à Oui, 100%. c'est ça. OK, bon. Donc, c'est ça, on navigue à travers l'espace comme on navigue dans l'histoire, puis on... Ouais. Ben, c'était improvisé à coup. Je faisais peut-être 10, tu sais, j'écrivais peut-être 5-10 entrées d'un coup. Tu sais, c'était un blog au début, en plus. Ouais. Donc, mais tu sais, j'avais peut-être commencé, j'en avais écrit 20-30 d'avance, tu sais, pour pouvoir en poster un à chaque jour. Fait que, puis vers la fin, là, il se mettait à avoir plus de structure, puis c'était moins une page, un gag, là, ça semblait de plus en plus séquentiel un peu. Puis après, avec Ville et Misérable, j'écrivais à peu près 10-15 pages. Là, je le dessinais, je le découpais, je faisais le brouillon, même j'allais jusqu'au propre. Tu sais, je faisais Ah comme ouais. par batch, comme ça. Mais après, j'ai plus jamais retravaillé de même à partir de Whitehorse. Là, puis là, je suis devenu comme anal à propos de ça. Tu sais, je veux vraiment finir mon scénario avant de commencer à dessiner, puis je veux le revoir plein de fois. Fait que je passe beaucoup plus de temps sur le scénario maintenant qu'avant, au début. Et dans ta pratique du cinéma, notamment avec l'adaptation de Félix Misérable, j'aimerais qu'on en parle quand même un peu, prendre des nouvelles, savoir c'est rendu où. Alors là, tout à coup, on est dans un autre médium qui dépend de beaucoup de gens. On est un maillon dans une longue chaîne, le cinéma. Chaque décision a un coût qui se rattache. Donc là, moi, la dernière fois qu'on s'était parlé, donc vous étiez en train d'écrire, de présenter le pitch à Téléfilm. Donc, ça fait quand même un moment. Là, le film, donc, il est en pré-production, là. Oui, là, on a eu le financement, fait que toutes les épreuves que j'ai pu vivre par rapport à ce film-là sont oubliées. Le film va se faire. Non, mais c'est vrai. Jean-François et moi, le réalisateur, Jean-François Leblanc, on a écrit beaucoup de versions du scénario, on a fait beaucoup de dépôts. On l'a eu, on a été
chanceux avec Téléfilm, on l'a eu dès le départ, mais là, il fallait avoir la SODEC. On s'est pris à quelques fois. À chaque fois, il fallait redonner l'argent à Téléfilm parce qu'ils veulent l'utiliser pour un autre film. Ouais. Donc, on avait toujours l'incertitude, est-ce qu'on va le revoir, est-ce qu'on va le revoir. On a été chanceux. Finalement, on a su avant les fêtes, fin 2022, qu'on avait le financement complet. Fait que là, le film allait se faire. Fait que là, c'est comme je te dis, depuis ce temps-là, tout est oublié. Mais reste que ça a pris à peu près 6 ans, tu sais, pas de travail à temps plein, mais la première fois que j'ai eu une rencontre à ce sujet, c'était en 2016. Ça faisait 3 ans que la BD était sortie, tu sais, c'était quasiment une semi-nouveauté. Puis là, ça fait 10 ans qu'elle est sortie. Là, on est en 2023. Puis là, le film va se tourner cet été. Fait que, Ah oui, cet été. ouais. Ah! Ça commence en août, puis après, on tourne un bloc à l'hiver. OK. Oui, il va y avoir une annonce officielle bientôt là, à ce sujet. D'accord. Fait que j'essaierai pas de te tirer les verres du nez outre mesure. Non, Je veux pas mais te ça mettre va, ça on va avoir une annonce là-dessus dans la semaine précédant le Festival de BD de Montréal. OK. Donc, financement bouclé, casting bouclé aussi. Tout ça est fait. Oui, mais c'est en train de se faire, mais c'est ça qu'on va annoncer là, dans 2 semaines là, environ. Là. Ouais. OK. Mais je suis pas tant. Je sais pas si c'est complété, mais notre casting principal est complété, là, mais c'est sûr qu'il y a plein de petits rôles, donc je pense qu'il y avait. Mais je ne sais pas si tout est complété, mais notre casting principal est locké, puis c'est ça ça va être annoncé dans 2 semaines. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ça prend forme. Moi, je suis à ce stade-ci, je suis vraiment. On m'envoie des emails, on me tient au courant, mais ma job de scénariste est plutôt terminée. Mais Ouais. je suis quand même impliqué par curiosité. Là, puis, Et j'imagine que tu iras faire des tours sur le plateau. oui. Certainement. Certainement. Puis on va faire quelques répètes. Je sais que Jean-François veut que je sois là pour. On va faire quelques lectures et répétitions. Puis là, peut-être que ça pourrait être le fun de faire quelques réécritures. Là, ouais. Mais sinon, le stress n'est plus sur mes épaules. Là. C'est lui maintenant. Il faut que ce soit bon. Là. Ouais. Oui. Là, c'est à leur tour de livrer. C'est ça. Puis parallèlement à ça, il y a aussi le théâtre Jean Duceppe. C'est-à-dire qu'il y a une version de Whitehorse qui avait été présentée en labo en 2021, donc pendant la pandémie. Ouais. Et donc là, il y aura une production qui sera présentée du 28 novembre au 16 décembre 2023 à la compagnie Jean Duceppe. Ouais. Donc ça aussi, au niveau du travail, évidemment, comme je le disais d'entrée de jeu, ta manière de dialoguer fait que tout de suite, il y a une grosse part du travail qui est déjà faite. Mm-hmm. Ben, Whitehorse, ça se prêtait vraiment bien au théâtre. Surtout, on s'est concentré plus sur le premier tome, la première partie. Fait que c'est plus sur... on va pas à Whitehorse dans la pièce, mais ça s'appelle Whitehorse parce qu'il y a cette carotte-là qui est tout le long, le tournage du film, la raison pourquoi Laura va quitter Henri. Mais ça se passe c'est plus sur la fin de leur relation, le triangle amoureux avec Sylvain Pastrami, la jalousie d'Henri, le party chez Sylvain Pastrami, toutes ces affaires-là. C'est plus basé sur ça, la pièce de théâtre. Ouais. Puis pour vrai, il y avait quand même déjà... C'était assez fort en monologue, et puis il y avait comme une unité il n'y avait pas beaucoup de lieux, pas beaucoup de... Pour vrai, c'était vraiment comme 5 scènes. Donc, je regardais le livre, là, c'était... OK, il parle avec sa blonde pendant 40 pages sur le trottoir, après ils vont chez Sylvain Pastrami, après il parle avec son ami, fini. Mais en voulant dire, ça se prêtait bien au théâtre, tu sais. Oui, tout à fait. Ben, d'ailleurs, moi, par le passé, j'avais fait une lecture publique de ça, que j'avais lu avec Antoine Vizina, Dieu qu'on s'était bidonné. Et effectivement, le matériau existe. C'est-à-dire que c'est qu'à la fois, lorsqu'on extirpe le texte de la bande dessinée, qu'on travaille cette matière-là, mais en gardant en tête ton découpage, en gardant en tête l'aspect physique, l'aspect graphique, je veux dire, tout à coup, il y a déjà, ça existe, il y a la possibilité que ça existe déjà dans le théâtre. Et
Puis moi, je l'ai toujours dit, d'ailleurs, j'en ai longuement parlé avec Ziane à une époque, et on est du même avis. Pour moi, il est clair que même si on fait souvent le parallèle entre la bande dessinée et le cinéma, pour moi, de ma perspective, le théâtre partage beaucoup avec la bande dessinée. Et dans le cas d'une unité de lieu, comme dans Whitehorse, quand c'est dialogué comme ça, ben, moi, je le vois, là, je le vois le théâtre, je vois le décor, je vois tous les mécanismes intrinsèques à cet art-là qui est le théâtre. Ouais, non, mais vraiment. Puis en fait, moi, instinctivement, c'était plus même si je consomme plus de cinéma que de théâtre, probablement, comme juste parce que la quantité de films qui est disponible, qui est un peu différente. Mais instinctivement, quand on m'a proposé l'adaptation de théâtre, j'étais comme ah oui, mais c'est quasiment pas besoin de. Il y avait quasiment pas. J'aurais dit faites-le tel quel, quasiment. Mais par contre, il y a quand même des affaires. Avec des acteurs, c'est encore plus fort. Fait que pour vrai, ma première répète, j'avais vu une grosse discussion entre Laura et Henri. C'était tellement long. Puis de le voir verbaliser, les répétitions m'agaçaient plus, tandis que c'était vraiment comme voulu dans la BD. Là, il y a beaucoup de répétitions, c'est des longues discussions. Mais en théâtre, j'étais comme, hey, on peut couper sans blague la moitié, là, puis on a compris, là, puis on perd pas au change du tout. Là, fait que c'était le fun de remarquer ça. Puis c'était moins, c'était comme, OK, on a compris, ça fait longtemps qu'il parle, Henri. Ça fait longtemps. Peut-être que dans le fond, les monologues étaient déjà gossant dans BD, mais c'était moins physiquement énervant parce qu'il n'y avait pas un acteur là, qui le disait. C'est comme, je veux pas qu'on l'haïsse à 100% Henri. Oui, il est verbomoteur, il est fatigant, mais on dirait que là, il est trop, c'est trop intense. Fait que, puis juste en coupant du texte, c'était comme, ah, ça allait mieux. Mais ça, Samuel, c'est l'art du théâtre. Mm-hmm. Quand tu travailles avec, comme ça m'est arrivé avec Denise Filiatro, alors, ton outil numéro 1 d'acteur avec ton texte, c'est ton crayon. Et tu coupes. Et tu coupes dans Fedo. Ben, Fedo, c'est un peu plus difficile parce que c'est tellement tête. Mais tu sais, il y a moyen de couper dans tout. Il y a moyen de couper chez les grands auteurs. Ça se peut couper chez Molière, ça se peut couper chez Shakespeare. Là. Ça se peut couper chez Tremblay. Il n'y en a pas de problème. Donc, il y a ce côté-là, c'est vrai, au théâtre, où là, tout à coup, il faut aller à l'essentiel aussi. Oui, mais il y a de quoi de spontané, c'était le fun, j'ai assisté à quelques répétitions, puis c'était le fun de dire « Ah, essaye donc ça », puis là, soudainement, c'était dans la pièce, Ah, ça marche ça, c'est comme... Tu peux faire ça au cinéma, c'est sûr, en répétition, puis au tournage, mais une fois que le tournage est bouclé, c'est figé pour l'éternité, tu sais. Ouais. De vivant puis d'évolutif au théâtre qui est le fun. Et ce sont les deux jeunes, ils sont quand même jeunes, les deux co-directeurs, les deux nouveaux co-directeurs de la compagnie Jean Duceppe, c'est eux qui sont venus te chercher? Ben, en fait, oui et non, c'est-à-dire que Guillaume Lorrain puis Sébastien Tessier, qui sont les deux, mes deux co-auteurs pour ce projet-là, en fait, c'est un peu leur projet à la base dans la mesure où, comme toi, tu avais fait, tu avais lu des extraits, puis j'avais assisté à ça, puis là, c'est une des premières fois que j'avais fait voir ça marcherait vraiment en théâtre, c'était vraiment drôle, puis ça avait vraiment, je sais pas, ça fonctionnait. En tout cas, eux, ils ont juste fait une scène de Whitehorse. Je n'étais pas au courant, c'était pour les auditions ouvertes chez Duceppe. Oui, c'est ça. Oui. Ça avait super bien fonctionné, apparemment. Puis les gars de Duceppe leur ont dit hey, je pense qu'ils avaient déjà lu la BD aussi, d'ailleurs. On dit hey, ça vous tenterait dessus? Ça a vraiment marché fort, ça vous tenterait-tu de la faire au complet, la pièce, la BD au complet en pièces? Puis eux étaient comme certains, puis c'est là qu'ils m'ont contacté. Ça te tente-tu? J'étais comme certain, c'est mon rêve. Fait que là, c'était juste avant la pandémie, ça, par contre.
Puis là, pendant la pandémie, il est comme venu ce projet-là de faire un labo, de faire une lecture, tu sais. Fait qu'on a comme écrit la pièce, puis on l'a fait comme en lecture qui était web diffusée, puis c'était comme dans le but de un labo de création, puis tout. Puis là, on va la faire pour vrai, enfin. Puis ça aussi, ça fait comme, tu sais, 2, 3 ans que le projet a été initié, puis là, ben là, ça va se passer en novembre. Pour vrai, puis je suis vraiment content. Tu sais, il y a beaucoup de projets cette année qui étaient en background qui vont finalement se passer. Tu sais. Fait que, Oui, et White Horse se décline au théâtre, mais c'est aussi décliné. Il y a une séquence de White Horse qui a fait l'objet d'un cours animé à l'ONF. ouais. Je dis chez le docteur, le syndrome de la tortue, qui est Ouais. aussi formidable. Et là, comme tes bandes dessinées vont du côté du théâtre, du cinéma, j'ai pas pu m'empêcher, Samuel, en lisant Shérif Junior, de me dire, mais quel film d'animation ça donnerait dans l'idée des vieux Lucky Luke de ciné cadeau. Tu sais, je ne sais pas si ça serait dans le domaine du possible ici au Québec. Il faudrait que ça soit en coproduction, comme ça a été le cas pour la série animée de Red Ketchup. Ouais, mais ça, Mais, j'allais dire, il y a une série de Red Ketchup ouais. qui se parle là, fait que c'est quand même. Alors moi, je lance l'idée comme ça. Je me dis, bon, cinéma, théâtre, ben, pourquoi pas animation? Et je trouve que Shérif Junior se prêterait totalement. C'est peut-être un petit côté nostalgique, justement, là, des vieux Lucky Luke de ciné cadeau qu'on connaît par cœur à l'endroit à l'envers. Mais il y a quelque chose de ça, surtout avec ce héros-là, ce jeune garçon, d'une certaine manière pure, mais dont la pureté est mise à rude épreuve. Là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas pour enfants. Fait que c'est Non. ça, une question, c'est Non. dessin animé, mais en même temps, Red Ketchup non plus. Là. Non. Et je ne sais pas si tu as vu si tu as eu la chance de voir des épisodes de l'animé Red Ketchup. C'est vraiment pas pour enfants. Okay. J'ai vu quelques extraits, j'ai pas vu d'épisodes, mais j'ai parlé un peu avec Martin Villeneuve, il est un peu à la tête de ça, puis on était sur un genre de panel ensemble, justement, qui parlait de ça, d'adaptation de BD. Là. Fait que j'ai vu quelques extraits, puis j'en ai parlé. Fait que ouais, je comprends que qu'ils ont conservé le ton un peu. Moi, je considère même qu'ils sont allés plus loin au loin. niveau de la représentativité de la violence. Ouais, OK. C'est sur Adult Swim, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça pèse sur le gaz. Ils n'ont pas peur d'y aller. Là, Non, non, non. Non, non. Il n'y a aucune retenue. Même que moi, je considère qu'en fait, ils vont plus loin. Ils vont plus loin que la bande dessinée. Tu sais, je veux dire, Red Ketchup, dans Camarade Ultra, il installe la violence avec l'aspect graphique du sang dans la neige, des manchots qui sont tués, mais par la suite, il n'y a pas tant de démembrement alors que là, il y en a. Là, ça roule. Ça fait mal. Ça fait mal. Et donc, moi, je considère que Shérif Junior pourrait donner lieu à une excellente adaptation en animé, surtout avec toute la fantaisie graphique que tu y mets. Tu sais, je veux dire, la glissade, là. Déjà là, il y a une séquence incroyable dans l'album de BD et que pourrait-on en faire en animé? Ben là, je pense qu'il y aurait matière à s'amuser amplement. Si vous êtes à l'écoute, producteurs et réalisateurs. Non, ouais. Oui, mais je verrais certainement une adaptation. Alors, Samuel, merci vraiment beaucoup. Quel bonheur de te retrouver après toutes ces années d'attente. Après Whitehorse, évidemment, on s'est occupé, tout ça, puis on te le pardonne amplement. Mais là, et sachant que c'est un projet aussi que tu portais depuis longtemps, lorsque j'ai tenu l'objet physiquement dans mes mains, je me suis dit, oh, OK, l'attente aura valu largement le coup. Oui, soit qu'il y ait de la chair autour de l'os aussi, tant qu'à sortir un livre après autant de temps. C'est un peu ça ma philosophie, là, tu sais, là, je veux jamais... Il y a des BD qui se lisent vite, puis mais moi, j'ai toujours envie de... Je sais pas.
que ce soit plus long à lire, que ça puisse... Tu peux le lire d'une traite comme tu suggérais, mais tu sais, ça peut aussi t'accompagner pendant une semaine, tu sais, si tu Ah veux. oui, c'est sûr. Mais moi, c'est le fear of missing out. Là, C'est le vrai qu'il n'y a pas FOMO. tant de moments où s'arrêter. Ouais. Je n'ai pas mis de pause dirigée un peu dans la lecture. Là. D'ailleurs, avant de te laisser, Samuel, là, c'est une bulle au cerveau. En lisant Shérif Junior, j'ai comme fait encore un lien un peu douteux. J'imagine que tu as entendu la fameuse pub du gouvernement pour la survie du français, là, le faucon machin. Ouais. Je me suis vraiment posé la question aussi, est-ce que c'est Samuel Quentin qui l'a écrit? Parce que je vais te lire un segment, OK? Je vais te lire un extrait. Ouais. Le faucon pèlerin, cet oiseau de proie vraiment sick, est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Écoute, je peux pas m'empêcher de faire « Hey, c'est quasiment du Samuel Quentin, ça! » Ben oui, c'est moi qui l'ai écrit. Yeah, j'ai trouvé! Non, mais pour vrai, alors que là, il y avait le lire contre cette publicité-là, ça a fonctionné chez les jeunes. En fait, les jeunes, ils voyaient aucun problème, c'est ce qui est très drôle. Non, mais c'est ça, mais c'était quoi lire à propos de la publicité? Ah, ben là, les gens disaient, mais c'est complètement... Les gens s'offusquaient de ça. Il y a beaucoup de gens qui s'offusquaient de la normalisation de l'anglais dans la langue française. Ces gens, toutes vraisemblances, sont jamais allés en France. Et mais c'était ça le but de la pub, quand même. Oui, c'était ça le but de la pub. Mais les gens l'ont pris premier degré. Ouais. Et... comme OK. Ouais. Comme s'ils essayaient de rejoindre les jeunes. Oui, c'est ça. Puis ça a beaucoup agacé les gens. Et en fait, je trouve que c'était quand même proche du langage que tu utilises. C'est-à-dire bon, tu as une maîtrise, évidemment, tu as une maîtrise évidente du français. Mais là, tu t'amuses à parsemer ton langage d'expression qui peuvent sonner un peu jeunes et dynamiques. Et donc, quand j'ai entendu ce pub-là, sur le coup, j'avais quelque chose dans l'arrière. Ouais. Boîte crânienne, je me disais, ouais, ça me dit quelque chose. Et quand j'ai lu Shérif Junior, quand je suis embarqué, ça faisait longtemps que je t'avais lu, et j'ai fait, oh my God, le faucon pèlerin. Ouais. Quand j'ai vu la pub, tu sais, je l'ai trouvé comme un peu, je sais pas, là, peut-être un peu ringarde pis tout, mais j'étais pas... J'ai vu qu'il y en a qui disaient, mais voyons, les jeunes ne parlent pas comme ça. J'étais, ben, je pense que c'est pire que ça, là, tu sais. Moi, je parle comme ça. mais ouais, moi, dans mon... C'est pas... on dirait que ça se fait un peu de manière inconsciente, là. C'est pas quelque chose que j'essaie de faire, puis on dirait que ça m'agace que d'avoir autant d'anglicisme dans mes trucs, mais c'est comme ça que je parle, puis comme j'essaie d'avoir, puis ça me fait rire c'est ça, de placer, comme on disait tantôt, ce décalage-là, de placer dans la bouche de personnes qui ne devraient pas parler comme ça, ce genre de langage-là, ça fait comme partie un peu de ce qui me fait rire, puis de mon style. Mais j'en enlève quand même tout le temps des tonnes quand je fais mes révisions, c'est ça le pire. Yeah. Ah ouais, hein? Ouais, quand même, là, parce que, tu sais, des fois, ça sort tout seul, puis là, en relisant, je suis comme, OK, là, il y en a trop, là, tu sais, là, ce personnage-là parle un peu trop comme un ado attardé, tu sais, même si c'est drôle. Fait que j'essaie d'en enlever juste pour que ça vieillisse mieux un peu aussi des fois, tu sais, je me dis, où est-ce que ça va même être compréhensible dans 20 ans? Ben, c'est un peu la même question, j'imagine, que Tremblay se posait à l'époque. Moi, je pense que oui, dans la mesure où ça rythme, non seulement ça colore le dialogue, mais ça le rythme aussi. Il y a une musicalité chez vous qui fait que lorsqu'il y a un mot anglophone ou une expression chill qui se glisse, ben là, tout à coup, on est dans Samuel Quentin, on n'est nulle part ailleurs. Puis en même temps, moi, je ne le sens pas gratuit, je sens... Peut-être que le seul effet qui peut être recherché véritablement, c'est le rire. Mais au-delà de ça, il y a aussi le plaisir de l'anachronisme. Évidemment, c'est comme un peu...
comme les premiers aviateurs d'Alexandre Fontaine-Rousseau Ouais, et Francis Desharnais. C'est ça qui est drôle aussi. Exact, c'est ça, c'est 100% ça. Puis même quand c'est des choses, même dans des BD qui n'étaient pas à une autre époque, là, dans Whitehorse, je sais pas ce serait quoi le mot pour anachronisme, mais pour dire ça se peut comme pas qu'un médecin parle comme ça pour vrai, puis c'est ça qui est drôle. Là, Oui. Ça, il y avait beaucoup de ça, tu sais. Puis dans Shérif, dès le début, je savais qu'il y aurait déjà beaucoup d'anachronismes, pas juste dans le langage, mais carrément pour ce qui est des références, puis tout. Fait que c'était pas un souci, tu sais, d'être en réalisme avec l'époque, parce que c'est pas une époque vraie, tu sais. Fait que c'est sûr que j'allais garder le même langage, mais tout en essayant de le pousser plus loin, tu sais, de trouver des nouveaux mots, expressions. J'essaie tout le temps de m'éloigner un peu de juste ce seul gag-là, tu sais, des adultes qui parlent comme des ados. Non, mais moi, je trouve que ça colore, ça personnalise, ça cadre. Rendu là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est du style, mais ça devient pas une manie, ou ça devient pas quelque chose. C'est pas un effet gratuit non plus. On sent, et donc la preuve, c'est que tu en coupes, mais on sent que ils sont judicieusement placés. Ça fait partie du rythme de l'ensemble. Ben écoute, Samuel, merci beaucoup pour ce 450 pages de pur bonheur, d'aventure psychotronique. Dieu que tes nombreux fans vont être heureux. Ça se peut pas que ça soit autrement. Ah, ben, je suis tellement content d'entendre ça parce que c'est ça, j'avais un peu d'appréhension à la sortie. Tu sais, je me demande comme toujours comment ça va être reçu. Est-ce que ceux qui ont aimé Whitehorse vont aimer ça? Est-ce que ceux qui ont aimé... Tu sais, c'est un peu dans un genre de zone différente, mais je pense qu'à la base, ça reste vraiment comme une continuation puis un genre de mélange de tous mes autres livres. Fait que pour moi, j'en suis vraiment fier. Puis, tu sais, t'es la première entrevue que je fais là, avant la sortie. Puis, je sais pas, ça me met de bonne humeur, là. Tout ce que tu m'as dit. Tant mieux, parce que je peux te dire une chose, les lectrices et lecteurs vont être plus que bonne humeur. Je pense qu'ils vont même être euphoriques à lire cet album-là. Je te souhaite un grand succès. En fait, je n'ai pas besoin de te le souhaiter. Je pense que ça en sera un de toute manière. Bravo. Merci. Bravo, mais quel bonheur de te retrouver à la lecture. Et voilà, je pense qu'une nouvelle série québécoise est née. Je pense que Shérif, c'est ce que je veux. Là, j'aimerais s'en faire pendant longtemps encore. Ben, on te souhaite l'inspiration, la santé, la grâce. Yes. On te souhaite tout ça pour la suite. Mais d'ici là, quand même 450 pages à découvrir et à parcourir. Samuel Quentin, bon vent pour tous tes nombreux projets. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler, mais surtout de te lire. Alors, porte-toi bien, mon cher. Toi aussi, merci beaucoup. Merci. Pour suivre Samuel Quentin, rendez-vous aux éditionspawpaw.com/auteur au pluriel /Samuel-Quentin. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com/podcast au pluriel /entre deux cases. À bientôt.